Monique Rabussier to take the floor. Monique, she is a CFDT delegate. She is in charge of health and safety. And she will tell us more about discriminations that occur to workers that are affected by cancer before, during, and after they come to work, and what trade union actions have been undertaken and could be undertaken in France. Thank you. Merci beaucoup. D'abord, merci bien sûr à Laurent Vogel et merci à Edwy de m'avoir invité. Je vais donc vous parler un petit peu du cancer du sein et des discriminations au travail que ça implique. Alors bien sûr, d'abord, pas tomber dans le piège classique. Je ne suis donc pas médecin, hein. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas scientifique, je suis juste syndicaliste. Donc, voilà. Le cancer du sein, c'est d'abord des femmes qui souffrent terriblement. C'est des femmes qui ont peur. C'est-à-dire c'est des femmes qui se battent contre un ennemi invisible. Si ça marche. Oui. C'est des femmes qui se battent. C'est des femmes qui se battent. Donc c'est vrai que c'est pas évident, je dis ça, pourquoi j'insiste sur le fait que je suis syndicaliste, parce que la tendance, quand on est sur ce genre de sujet, c'est ou de donner beaucoup d'informations statistiques, ou alors le risque, c'est aussi, comme on est vraiment sur des sujets très forts, comme sur les violences sexistes ou sexuelles, c'est d'aller aussi dans tout ce qui est l'émotion. Et donc je trouve que c'est un exercice pas facile de le faire aujourd'hui, trouver le ton qu'il faut, c'est pas évident. Donc ce que m'a demandé Laurent, c'était un petit peu de travailler sur ce type-là d'idées. C'est-à-dire mieux connaître les parcours professionnels des travailleuses atteintes de cancer, cerner les obstacles rencontrés au maintien ou à la réintégration dans l'emploi, donner des exemples de discrimination subie, présenter une synthèse des données existantes en France, définir des types d'actions syndicales à mener pour combattre ces discriminations. Donc j'ai revu un petit peu la copie, parce qu'effectivement, comme on a cet après-midi des intervenants qui vont être plus à même, je pense, de présenter des statistiques, ça va être j'ai écourté un peu ma présentation dans ce domaine-là. Voilà. Hop. Donc je vous le disais, le cancer, c'est un mot tabou, hein, le cancer du sein en particulier. Puisqu'on parle du sein, donc le cancer, c'est vraiment la mort, on se bat contre la mort. Et le sein, il y a l'image de la maternité et l'image de la sexualité. Et quand on sait effectivement que quand on est atteint de cancer, on a aussi des problèmes puisqu'on perd les cheveux et les seins, c'est quand même deux points très forts pour l'image de la femme. Et quand on parle d'atteinte, c'est vraiment une atteinte très très forte. Pour un syndicat, donc écrire sur un sujet, un tract par exemple, relève vraiment du défi, parce que dès qu'on emploie un mot tabou dans un tract, c'est pas évident pour un syndicat. L'entreprise, bien sûr, va nous dire, mais de toute façon, ça relève pas de votre champ, hein, qu'est-ce que vous venez de nous parler du cancer Les personnes elles-mêmes vivent un petit peu dans le silence. On va beaucoup parler de silence et d'invisibilité. On parle toujours de l'invisibilité du cancer professionnel, mais en particulier pour le cancer du sein, et on verra pourquoi. Donc le rapport entre cancer et travail est également nié, puisque même pour des gens dont ça paraît évident, ils ont vraiment énormément de risques, on vient les voir, on leur dit, écoute, peut-être que ton cancer a peut-être un lien avec ton travail, c'est totalement nié de la part même des salariés. Donc évidemment au niveau des directeurs, enfin de tout ce qui est patronat, c'est encore plus nié bien sûr. Et faire de la prévention sur un sujet qui est tabou, vous voyez que l'exercice est vraiment de la haute voltige. Donc pour rappeler un petit peu quand même 2-3 chiffres en France, puisque là Loli nous a donné un petit peu la situation en Espagne, il y a 600 000 femmes en France qui vivent aujourd'hui avec un cancer du sein. Il y a 49 000 nouveaux cas par an et il y a 12 000 femmes mortes de cancer du sein. Hop. Donc en fait, le parcours professionnel,
nous, on l'a vraiment vu au niveau de la CFDT comme un grand avant et un grand après, surtout après. Avant, qu'est-ce qui se passe? Avant une opération, les salariés souvent ne disent rien. Les places au travail sont chères. Donc, dire qu'on a un cancer du sein, c'est quelque part se mettre à nu. Quelqu'un a dit hier dans son intervention, c'est se mettre à nu devant les autres. C'est une faiblesse. On ne veut pas de regard de pitié. On craint d'être mis à l'écart. On craint d'être discriminé. Souvent, le médecin du travail est au courant. Pourquoi? Parce que bien sûr, la personne, elle va avoir des moments de fatigue très importants. Donc, elle va aller voir éventuellement le médecin du travail. Mais c'est le seul à l'être. L'entreprise ne le sait pas et souvent les syndicats ne le savent pas. Alors que parfois elles en parlent à leurs collègues, mais même parfois, suivant les différents niveaux, on va dire, des personnes, certaines personnes ne le lisent pas. Les femmes cadres ne le lisent pas, par exemple. Très peu. Donc ça, c'était l'étude Canto. C'est une étude cancer-toxicité qui était intéressante aussi. C'est une étude de cohorte, c'est-à-dire qu'ils vont suivre 10 000 femmes atteintes de cancer sur une dizaine d'années. Et là, ils ont fait une première présentation l'année dernière sur un extrait. Quand on fait un travail comme ça, une étude très longue, tous les 2 ans, ils font un petit point de situation. Sur 1721 femmes salariées atteintes de cancer du sein, 7% n'en ont parlé de la maladie à personne, 11% n'ont eu aucun contact avec les collègues et leurs responsables directs au cours de l'arrêt maladie. Donc là, on va voir déjà, on a effectivement les 2 nuances. On a avant, donc avant on n'en parle pas, et même après, on a quand même des gens qui n'ont parlé de leur maladie à personne. Et certaines qui, effectivement, donc en gros, ça fait quand même 20% de femmes qui n'ont pas parlé ni à leurs collègues, ni à leurs responsables. Donc le recours au syndicat est un petit peu délicat. Quand elles viennent nous voir, c'est souvent trop tard. C'est le problème qu'on a au niveau du syndicat. Évidemment, on a toujours un aspect négatif. Les gens viennent nous voir, pas pour nous dire qu'ils vont très bien, les gens viennent nous voir pour nous dire que ça ne va pas. Bon, bien sûr. Mais surtout, ils viennent nous voir tard. Beaucoup de gens hésitent à voir le syndicat. Tout le monde n'est pas adhérent à un syndicat en France, loin s'en faut. Et le fait d'aller dans une section syndicale, d'approcher un syndicaliste, ne va pas de soi. Et quand ils le font, souvent, c'est très tard. Ils viennent parce qu'ils ont un gros problème. Là, ça peut être le cas de l'inaptitude. C'est-à-dire que le médecin du travail les a déclarés inaptes et elles viennent nous voir pour contester ça, pour les aider à contester ça. Elles viennent nous voir parce qu'elles veulent un changement de poste, elles veulent une mutation, elles veulent un aménagement de poste, elles ne savent pas comment s'y prendre. Elles viennent nous voir parce qu'elles ont peur de perdre du salaire, parce qu'elles savent qu'elles vont avoir un arrêt maladie long, et elles se demandent comment ça va être possible, est-ce qu'il y a des aides financières possibles, est-ce que le comité d'entreprise, est-ce qu'il y a un budget pour les aides sociales, voilà. Elles viennent nous voir parce qu'en fait, elles ont souvent des problèmes avec la mutuelle pour la prise en charge des soins annexes. J'aime beaucoup cette expression, on dit des soins de confort. Donc vous avez eu un cancer du sein, vous êtes survivante, parce qu'on peut dire qu'on est survivant, vous revenez, et là vous vous rendez compte que finalement votre mutuelle, beaucoup de mutuelles, vous n'avez aucune prise en charge par exemple des soins pour un ostéopathe, ou alors vous avez un certain nombre de fois possible dans l'année. Moi dans mon entreprise, c'est 3 fois par an, vous pouvez aller voir un ostéopathe. Prise en charge sur une base, pas non plus l'ostéopathe, il y a différents tarifs. Et pour les soins de psychothérapie en général, il n'y a pas de prise en charge. Pour les soins d'hypnose, pour les soins, tout ça, il n'y a pas de prise en charge. Et là où ça devient vraiment grave, c'est que pour des opérations de chirurgie esthétique après une mastectomie, il y a aussi différentes possibilités. Il y a des plafonds. Et donc beaucoup de femmes, avec la mutuelle, se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas prises en charge complètement. Et que le reste à charge est vraiment important et qu'elles ne peuvent pas le faire. Donc elles viennent nous voir pour ces problèmes-là. D'accord ? Donc elles viennent aussi nous voir parce qu'en fait, elles se rendent compte que les collègues ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'elles ont des fatigues énormes, elles reviennent au travail et en fait, ça devrait reprendre exactement comme avant. Il
n'y a pas de souci puisqu'elles sont là. Donc même au niveau de leur entourage proche, au niveau des collègues proches, à partir du moment où on est revenu au travail, c'est que c'est bon. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'on a été vraiment atteinte, on ne sera jamais comme avant. C'est déjà un deuil qui est très difficile à faire pour la personne, mais en plus, au niveau du travail, on attend d'elle, en fait, qu'elle revienne complètement. Et donc, elle vient nous voir pour nous en parler. Alors, un bon exemple, parce qu'il y a quand même des choses positives, hein, il n'y a pas que des choses terribles. L'idéal, on va dire, c'est qu'il y ait une négociation d'entreprise qui prévoit des aménagements avant et après. Avant, tout de suite, la personne le dit, et il y a une mise en place d'un groupe pluridisciplinaire, donc dans l'idéal, le médecin du travail, l'assistante sociale, un manager, un RH, en ressources humaines, et puis bien sûr, un membre du CHSCT, et puis aussi, bien sûr, la personne elle-même, qui est ou seule ou accompagnée, parce que parfois c'est tellement difficile de parler de ça, qu'elles préfèrent être accompagnées par leur conjoint. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est l'écoute de la personne. Il y a très peu de lieux où finalement on écoute la personne. Donc écouter la personne qui peut parler de son ressenti, de ses difficultés, de ses souhaits. Je pense que c'est vraiment, si on doit retenir une seule chose de ça, de tout ce que j'ai pu voir, et de la petite expérience que l'on a, c'est vraiment l'importance de l'écoute de la personne, mais d'une écoute plurielle. Donc pas seulement que le médecin du travail, pas seulement le syndicat, mais vraiment que tout le monde prenne le temps d'écouter la personne. On revoit ensemble sa fiche de poste, donc son poste, on adapte, temps partiel thérapeutique, formation, mutation. Dans l'exemple là de l'entreprise en question, ça a été vraiment, enfin moi ça m'avait vraiment, je trouvais ça extraordinaire. C'était une femme qui donc, elle reprend, et en fait l'après-midi, elle avait vraiment des chutes terribles, des envies irrépressibles de dormir. Et l'entreprise lui a permis de rentrer chez elle pour faire une sieste et ensuite de revenir au travail. Je trouve ça fantastique. C'est génial. C'est-à-dire que vraiment, on a écouté. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas travailler à temps partiel. Financièrement, ce n'était pas forcément possible pour elle. On l'a écouté là-dessus, on m'a dit « Ok, mais quel aménagement on pourrait faire pour que vous soyez le mieux possible ?» Là, tu as beaucoup insisté sur le bien-être. Pour elle, son bien-être, c'était de rentrer chez elle l'après-midi pour faire une sieste. Pas d'aller à l'hôpital ou pas d'aller, évidemment, dans le local qui est prévu. Peut-être, il y avait sans doute un local sur place, une infirmerie. Non, non, vraiment, pour son confort, de rentrer chez elle, de faire une petite sieste et de revenir. Je trouve ça fantastique. Hop. Donc ça, c'est l'idéal. Maintenant, on va parler de choses beaucoup moins drôles. Pas tout de suite. Alors oui, ça, c'est un peu plus global. Donc, 50% des malades est âgé de moins de 65 ans. Un grand nombre de salariés doit donc interrompre son travail pour suivre un traitement. Donc, dans l'idéal, un accompagnement personnalisé, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, et une systématisation des visites de pré-reprise. Donc, là aussi, on va le voir tout à l'heure, au niveau du droit, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce que disait aussi Loli tout à l'heure. Il y a des choses au niveau du droit du travail. Mais est-ce que c'est appliqué ? Normalement, on a une visite de pré-reprise quand on a un arrêt maladie long. Mais c'est rarement fait. Notamment dans les petites entreprises, ça permettrait vraiment de limiter l'impact de la maladie. Ça serait vraiment bien. Donc le pire, on y vient. Donc en fait, on pousse les femmes à la démission en vous plaçant sur un poste impossible à tenir. Donc on vous met en horaire décalé, on vous met en poste debout, on vous met un poste les bras levés, ou alors à l'extérieur. Donc là, moi j'avais deux exemples. Une femme qui travaillait dans une entreprise de chemiserie, de luxe, je précise, très important le côté luxe. Et donc elle est couturière, donc assise à la machine à coudre. Donc quand elle a un cancer du sein, elle revient au travail. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit « Ok, effectivement, on va changer ton poste. » Et on l'a mise debout à repasser toute la journée. Idéal. Hein. Donc en fait, pour qu'elle démissionne, ce qu'elle a effectivement fait. Elle a démissionné. Donc c'est l'exemple vraiment dans les toutes petites entreprises où bien sûr il n'y a pas de syndicat. Si vous dites le mot syndicat, vous êtes licencié tout de suite. Et donc où là en fait, il n'y a même pas eu un collectif de travail qui a pu la soutenir, l'aider. C'était vraiment une toute petite entreprise. Tout le monde a peur. Et donc si tout le monde a peur, c'est très difficile d'avoir un collectif.
C'est-à-dire qu'on va peut-être lui payer un café après entre copines, mais on ne peut pas agir efficacement et vraiment lutter ensemble pour aider la collègue. Le deuxième exemple, c'est encore plus, c'est dans la Fédération des services. Donc c'est une jeune femme, parce qu'on a de plus en plus de femmes jeunes qui ont un cancer, qui était dans une boulangerie, ça s'appelle un point chaud. Donc c'est des boulangeries qui ont où vraiment vous êtes quasiment sur le trottoir. Donc il y a un poste qui est à la caisse derrière, donc au chaud on va dire, et un poste qui est debout où on est plus quasiment sur le trottoir. Ben, bien sûr, elle est revenue de son cancer du sein, on l'a mise à l'extérieur. Et évidemment, elle est effectivement partie. Elle a démissionné. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous ai présenté le mieux, le pire. Au milieu, qu'est-ce qu'on trouve? En général, on n'a pas d'accord de branche, on n'a pas d'accord d'entreprise protecteur. Le médecin du travail a un rôle majeur. Si on a un bon médecin du travail, ça peut bien se passer, mais pas toujours. On a une perte de salaire. Et il y a un impact sur la retraite qui est vraiment sous-estimé. La perte de salaire, pourquoi? Suivant les entreprises, il y a des entreprises qui ont en fait des bonnes mutuelles, qui ont des contrats de prévoyance qui sont bons, d'autres pas. Et suivant l'endroit où vous travaillez, vous pouvez avoir un accord qui vous dit au bout de 2 mois, vous perdez totalement votre salaire et c'est pris en charge par le système de prévoyance, pendant 6 mois on va dire, et ensuite... Donc ça vous fait déjà 8 mois. Et au bout de 8 mois, vous tombez sur le régime général. Et le régime général, c'est 50% des indemnités journalières en maladie, c'est 50% de votre salaire de base. Quasiment tous les accords même donc, de prévoyance qui sont avant, donc entre 2 mois, 6 mois, sont calculés aussi sur le salaire de base. C'est-à-dire que pour toutes les personnes, et moi je viens du transport et on travaille beaucoup sur des femmes qui travaillent de nuit, ou qui travaillent le week-end, elles perdent tout ça. C'est-à-dire qu'elles perdent un tiers de leur salaire avant de tomber dans le régime général des indemnisations de l'arrêt maladie pur. Donc quand vous perdez déjà un tiers de votre salaire, et qu'en plus vous n'avez que 50% après du salaire, c'est une chute lente, mais terrible. Et ce qu'on ne mesure pas non plus, c'est l'impact sur la retraite. Donc vous avez, on va dire, 1 an ou 2 ans d'arrêt. Vous reprenez à mi-temps. Le coût que ça va vous représenter au niveau de la retraite est terrible. Est terrible. On avait fait une estimation sur 1 an, simplement 1 an. Au bout d'1 an, en fait, une femme perdait 200 € par mois de retraite sur sa pension. À vie. À vie. Hein ? Donc c'est quand même colossal. Parce que le système en France est basé sur la retraite, c'est une espèce de base qui est plus ou moins importante suivant votre profil, votre carrière. Si vous êtes agent de maîtrise cadre, la partie Agir Carco, donc la partie de retraite complémentaire, va être beaucoup plus importante. Si vous êtes simplement ouvrière, la partie de la retraite de base sera plus importante. Donc la partie sur la retraite de base, il n'y a pas beaucoup d'inégalités quand même. Mais la partie retraite complémentaire, qui touche quand même beaucoup de femmes, c'est très important, puisqu'elle est calculée par points, et chaque point, chaque jour de travail compte, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour de travail. Et en fait, l'impact du taux de cotisation qui est différent quand vous êtes en arrêt maladie, ou quand vous êtes au chômage, vous cotisez, mais vous cotisez beaucoup moins. Et même sur 1 an, ça suffit pour avoir un impact terrible. Et ça, en général, on n'en parle pas. Encore l'invisibilité. Et quand on est en retraite, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc les témoignages, je vous donne quelques témoignages. Donc là, c'est une collègue qui travaille à l'hôpital. Donc voilà, mes collègues de travail m'ont soutenue, je n'ai jamais été seule. On m'a mise du matin uniquement pour que je sois moins fatiguée, mais j'ai perdu beaucoup d'argent car je ne faisais plus de soirée ni de week-end. J'ai perdu un tiers de mon salaire, mais je me battais contre la maladie et je n'ai pas le temps de penser au reste. Et ça, c'est le problème majeur. Quand on se bat contre la mort, on n'a pas le temps d'aller voir le syndicat, on n'a pas le temps de... On s'occupe de soi d'abord. C'est une question de survie. Je vais un peu plus vite. Là, le cancer, c'est un combat terrible que j'ai vécu seule. Beaucoup de femmes sont seules vis-à-vis quand même de ce combat. 2 fois sur 3, le mari part quand même, hein, enfin le conjoint part. Hein. Je suis toujours en vie, mais c'est le plus important.
mais je n'ai jamais retrouvé un vrai travail. Donc c'est une personne qui a été licenciée. Donc après, c'est toujours des CDD, toujours du chômage, toujours la fatigue, des douleurs chroniques 10 ans après. Donc là aussi, on oublie ça, mais la fatigue, ça peut durer longtemps. Et les douleurs chroniques, ça peut durer très longtemps. Les médicaments qu'on prend ont aussi un impact sur la santé après. Quand une femme, ça arrive à une femme qui est jeune, admettons une femme qui a 30 ans, qui n'a pas encore eu d'enfant parce que voilà, elle veut avoir un enfant un peu après ses études, après le premier travail, et puis il faut quand même trouver un homme pour que ça marche, ça aide. Si elle a en fait un cancer à cet âge-là, il faut savoir que pendant 5 ans, à cause du traitement en lui-même, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc l'impact est vraiment terrible sur la vie privée. Donc le retour, là c'est encore nos témoignages, bon je vais passer. Le parcours pro, ce qui doit nous faire sens, nous en tant que syndicat, c'est les problèmes d'horaire, les salariés isolés, sans collectif protecteur, les refus de formation, de promotion. Il y a beaucoup de femmes, parce qu'elles sont fragiles, elles vont se dire non, je ne vais pas prendre cette promotion parce que ça va être trop de stress. La peur de la récidive, on n'en a pas parlé non plus, c'est essentiel. Quand on a réussi à s'en sortir, on a tellement peur d'avoir une rechute que non seulement on va prendre soin de sa santé, mais on va avoir peur d'avoir une promotion. On va avoir peur d'avoir même une formation pour avoir un nouveau poste. Parce que ça veut dire que ça va engendrer du stress, et peut-être que le stress va nous faire une rechute. Les discriminations, bon, il y a 12% de salariés en emploi au moment du diagnostic qui déclarent avoir fait l'objet d'attitudes de rejet ou de discrimination. Je vous ai mis mes sources. L'âge moyen enfin ça on va passer. Les données de l'Institut national contre le cancer, au total sur 1527 femmes atteintes du cancer de 18 à 52 ans, 41% avaient un cancer du sein. Les femmes atteintes d'un cancer du sein sont à 68% en poste 5 ans après le diagnostic, 6,7% en invalidité. C'était une grande étude, la vie après un cancer au bout de 5 ans. Les arrêts maladie, on va passer, le temps partiel. La loi. Alors en France, on est les champions, on a beaucoup de lois. Alors on a une loi pour le code pénal, donc sur la discrimination. Et on a au niveau du Code du travail, donc pour nous les prud'hommes, on a également un article très intéressant sur le traitement illégitime. Donc bien sûr, il est interdit de discriminer quelqu'un en raison de son état de santé. Mais j'ai bizarrement trouvé très peu d'exemples. Parce que voilà, quand on lutte contre la mort, on ne va pas aller au tribunal. On a des exemples, mais très peu. Très peu. Donc la CFDT, nous on a mis en place un groupe de travail interfédéral, donc la Fédération du transport, mais aussi la Fédération de la métallurgie qui était pionnière, la Fédération santé sociaux, donc les gens qui travaillent dans les hôpitaux, pour porter le débat sur les liens entre travail et cancer du sein. On a lancé une grande enquête action avec un questionnaire et un dépliant, et on vous a fourni, enfin il y a eu quelques dépliants que vous pourrez encore trouver peut-être en sortant. Et je vois les copains tout à l'heure, j'ai des copains qui sont là. On essaie de mobiliser pour sensibiliser et poser des problèmes. Et notre but, c'est que les cancers du sein soient reconnus en maladie professionnelle. On ne pourra pas s'en sortir. Je vous dis, il y a tellement de problèmes financiers. Le fait que ce soit reconnu en maladie professionnelle, non seulement ça incitera à faire de la prévention en entreprise, mais ça permettra aussi pour les femmes de perdre moins d'argent en plus de la maladie. Donc notre campagne, c'est un exemple d'action. Négocier dans chaque branche, dans chaque entreprise, un protocole d'accompagnement, de suivi des personnes en longue maladie, ça devrait vraiment être un objectif pour tous les syndicats en France. Revoir les accords de prévoyance, moi j'ai vu des accords complètement insensés. Négocier au niveau national dans les caisses de retraite pour éviter la triple peine, la souffrance, la perte de salaire et en plus à la retraite la pauvreté. Et je vous remercie parce que je pense que j'ai dit trop.